Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et parlant de retrouver, aujourd'hui, vous allez assister à des retrouvailles en direct. Ça fait un bon moment que je rêve de la recevoir au micro de Faire une femme de soi, mais c'est une femme qui se fait quand même discrète. Pas seulement de par, peut-être que c'est son style de personnalité, mais c'est aussi parce qu'elle a tellement pas le temps, j'imagine, quand on a des grands, une position vraiment d'exception au niveau du leadership féminin, au niveau des femmes et du pouvoir. Évidemment, on est sollicité de partout. Les gens vous font confiance, les gens vous veulent à toutes les tables, pour frayer là, dans le Québec Inc. un peu. Ils sont souvent à la recherche de femmes leaders, mais évidemment, quand il y en a une, Perle, elle devient très, très sollicitée. Pourquoi on parle de retrouvailles? C'est que là, on va faire un tour dans mon ancienne vie. J'oublie souvent de dire que je suis avocate. Malgré le fait que je suis encore membre du barreau puis que je paye. Je paye chaque année. Mais donc, j'ai commencé ma carrière dans les bureaux d'avocats et on s'est liés d'amitié à cette époque-là. On a commencé à peu près en même temps. Et donc, mon invitée du jour est celle qui est restée. Elle a tenu sa place, jeune avocate brillante en droit corporatif, déjà dans un monde d'hommes. Elle se démarquait déjà de par sa capacité, non seulement de s'intégrer, mais de comprendre très bien des dossiers complexes parce que le droit corporatif dans les gros bureaux, dans les grands bureaux, c'est pas simple. Alors, et elle a navigué, donc on se retrouve presque 30 ans plus tard. Elle a navigué sa vie d'avocate, sa vie de maman, et maintenant, attachez-vous, elle est managing partner de Fasken, qui est un des plus grands cabinets. Mais peut-être que j'ai pas le titre exact aujourd'hui. Bonjour, ma Josée. Salut. 32 ans plus tard. Hey, 32 ans, ma Josée. Donc, ton titre exact? Présidente du conseil. Oh! Présidente du conseil du cabinet. Donc, veux-tu que je t'explique un peu? Okay. Oui. Alors, Fasken, premièrement, c'est le plus grand cabinet d'avocats canadien. On a 900 professionnels, 2000 employés. On a des bureaux à travers le Canada, dans l'Ouest, Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec. On a un cabinet, on a un bureau aussi en Afrique du Sud, à Johannesburg, et un à Londres. Donc, c'est un partnership, comme tous les partnerships de professionnels. Et on a ce qui chapeaute le bureau d'un point de vue global, c'est le Conseil des associés. Et je suis présidente du Conseil des associés depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Exact. Donc, ça veut dire que... Est-ce que c'est une job à temps plein, là, où tu pratiques encore? Parce que l'an dernier, puis tu vas sûrement nous en parler un peu, mais tu étais à la tête d'une énorme transaction. Alors, je me dis, OK, tu peux faire les deux en même temps. Tu continues d'avoir des dossiers en même temps de faire ça? Oui, c'est tout un défi, là. On pourra en parler aujourd'hui, mais oui, j'ai gardé ma pratique. Donc, c'est comme si j'avais 2 jobs à temps plein, en fait. Ouais. C'est un petit peu ça. Une vie normale de femme, finalement. Oui, je pense que oui. Là, on est habitué à jongler avec les balles. Mettons que je suis pas pire là, depuis les 3 dernières années en jonglerie. Donc, comme présidente du conseil, vous dirigez en fait, tu sais... La stratégie. Oui. La stratégie du cabinet, les finances, tout ce qui est maintenant innovation, AI, donc toute cet énorme changement-là, tu sais, qui est avec nous maintenant, là, puis qui va continuer à s'accélérer. Tout ce qui est culture, talent aussi. Donc, évidemment, comment on prend soin de notre monde, qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs. Je dirais que c'est pas mal ça. Donc, c'est un board comme n'importe quel board d'organisation. Est-ce que tu es la première femme à ce rôle-là? La deuxième. Deuxième? Ouais, Qui avant? La deuxième. Avant ça, c'était une femme de Toronto, Catherine Pollock, qui a pris sa retraite. Et donc, je lui ai succédé. Je pense qu'il est particulier pour moi, peut-être par rapport à mes prédécesseurs, c'est que mon métier de base
c'est que je fais beaucoup de gouvernance. Donc, je travaille beaucoup avec des conseils d'administration dans mon travail quotidien. Oui. Fait que c'est non seulement... Alors, peut-être, peut-être important de parler de ça aussi. Donc, l'autre moitié de ma vie, de ma carrière, c'est que je suis avocate en droit des affaires, tu l'as dit tantôt. Puis, mon travail, c'est fusion-acquisition, surtout auprès d'émetteurs assujettis de sociétés publiques, sociétés inscrites en bourse. Et au travers de ça, je fais beaucoup, beaucoup de gouvernance, presque la moitié de mon temps à travailler avec des conseils d'administration dans des situations de crise, des situations de transactions terminales. Donc, parfois, ça va très mal, ils font appel à nous pour toutes sortes de raisons. Donc, je reviens à mon rôle de présidente de conseil. La gouvernance, je connais ça. Ça fait 30 ans que je fais ça comme métier. Donc, ça m'a amené à peut-être approcher mon rôle différemment de mes prédécesseurs. Puis, je dois dire aussi que c'est dans l'air du temps parce que on le demande dans toutes les organisations maintenant d'avoir des conseils d'administration Paritaires? Paritaires, puis qui prennent... qui prennent la responsabilité au sérieux. Là. Ils ne travaillent pas pour la direction, ils travaillent avec la direction. En haut. Tu sais, c'est comme, juste pour vulgariser un peu le rôle d'un conseil d'administration, si c'est pas clair pour tout le monde qui nous écoute, c'est que c'est comme s'il y avait un étage de plus que tu ajoutes dans certaines compagnies ou, tu sais, dans toutes les compagnies, mettons, il y a un département marketing, un département finance, un département légal, un département communication. Quand tu ajoutes un conseil d'administration, c'est comme un étage qui est plus détaché de l'entreprise, puis qui va avoir un œil sur toute l'entreprise en général, puis certains de ces... pour s'assurer que ça va bien. Tu sais, c'est comme le chauffeur du paquebot. Tu sais, à quelque part, il aide le chauffeur du paquebot, c'est le coach. Ou, tu sais. J'essaie de faire une grosse image, là, vous comprenez. Mettons que le hockey, c'est pas le DG, c'est le propriétaire, peut-être. C'est quelque chose comme ça. Oui, ça ressemble à ça, exactement. Puis donc, c'est 50% à peu près de mon temps aujourd'hui, mais qui s'ajoute déjà à une pratique qui est pas mal pleine. Puis est-ce que ton conseil est paritaire? Non, il l'est pas. On a... d'abord, tu sais, puis c'est un univers que tu connais un peu. Oui, on va en parler. Tu peux imaginer que dans un partnership, ce n'est pas... il n'y a pas 50% de femmes qui sont associées au bureau. Pas encore. On est pas encore. On est à peu près... présentement, on est à 26% de femmes associées au bureau. Puis je te dirais qu'autour de la table du conseil, on est à peu près à 30%. Okay. Donc, on respecte notre partnership. Puis, écoute, Janice, c'est long. Oui, c'est long. C'est long arriver à la parité. On n'y est pas. Puis, c'est tout un chemin de croix. Quand on a commencé, toi et moi, il y a 32 ans, au Québec, chez nous, à l'époque, ça s'appelait Martineau Walker, notre bureau, il y avait 2 femmes associées. Oui. Tu te rappelles? Oui. Alors, aujourd'hui... Et elles n'avaient pas d'enfants. Exact. C'est ça aussi, moi, que je remarquais. Donc, tu sais, je me disais, OK, il y a 2 femmes partners, mais c'est 2 femmes qui ont choisi de laisser de côté une de leur job. Parce que c'est une job. Ouais. Alors, tu sais, fait que là, tu disais, est-ce qu'il faut que je choisisse entre les deux? Moi, je m'étais posé cette question-là. Oui. Ben oui. Moi aussi, c'est sûr. Oui. Puis c'est Louise qui n'était pas encore, on appelait ça TTA, petits associés, tu sais. Louise qui m'avait dit, Janie, si tu veux des enfants, attends. Elle m'avait dit, attends plus tard, parce que plus tard, au moins, tu vas avoir de l'argent, puis tu vas pouvoir avoir du soutien. Cette phrase-là a été super importante, puis à quelque part, j'ai suivi son conseil, Mère-Josée, mais ça disait que ça prenait de l'argent pour de l'aide. Le conjoint, lui, c'était même pas envisageable à cette époque-là. Fait qu'on part de loin. On part de loin. Puis je te dirais que ça s'améliore, mais ça s'améliore très lentement. C'est un peu... Le rythme est décevant, dans le fond, quand on y pense, parce que quand nous, on était à la faculté de droit, il y avait 50 de femmes comme étudiantes avec nous. Et toutes ces femmes-là, aujourd'hui, elles travaillent, elles ont le même âge que nous, dans la cinquantaine. Alors,
ces femmes-là, elles devraient être associées avec moi dans Ouais. mon bureau. Alors, on va Puis explorer ton parcours, voir, tu sais, celle qui dure. C'est quoi le secret? Parce que c'est pas facile de rester là. Toi, d'être non seulement toujours en place, mais à la tête de l'organisation. Tu sais, ça démontre non seulement de l'agilité, mais des qualités olympiques en leadership féminin. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps d'en discuter avec Marie-Josée. Marie-Josée, t'es née dans quel coin, toi? Je suis une petite fille de Laval. OK. Enfant unique? Alors, comme bien des gens de ma génération, mes parents se sont séparés, j'avais 7 ans. Donc, je suis la seule fille de mes 2 parents. Oui. Mon père, lui, s'est remarié. Il a continué la lignée. Il a continué la lignée. Donc, j'ai un demi-frère qui a 10 ans de Plus moins jeune. et une demi-sœur qui a 15 ans de moins. Non, mais ça ressemble à moi. Ça ressemble à ça, fait qu'on connaît ça. Mm-hmm. Et donc, tu grandis à Laval, tu vas dans quelle école? Tu es quel genre de petite fille au primaire? Alors, ma mère avait insisté pour que j'aille dans une petite école privée française qui s'appelait l'École Michelet, toute petite école. Et donc, j'ai appris dans le système français, l'école primaire, à l'école privée. J'avais beaucoup d'amis de mon quartier. Bien, beaucoup d'amis, c'était une petite école. On était 15 dans la classe, là. Mais j'avais des amis du coin qui allaient à la même école que moi. Puis on est... ensuite de ça, après le primaire, je suis allée au Collège Régina Sumta dans Annecy. Oui, qui gagnait tout le temps à Génie en herbe. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'était les sœurs, nos bonnes sœurs de la congrégation Notre-Dame qui géraient ce collège-là. Puis ça a été des belles années. À l'époque, c'était juste des filles. Oui. Aujourd'hui, c'est mix, c'est Regina, mais à l'époque... Parle-moi de toi, là. Ouais. T'es quel genre de petite fille? Tu sais, jeune, tu rêves de faire quoi dans la vie? Avocate. Ah oui, déjà, tu le savais. Ouais, j'ai une histoire à raconter là-dessus. Vas-y, Jenny, vas-y. Parce que quand mes parents se sont séparés, comme ça arrivait beaucoup dans ce temps-là, c'était un petit peu acrimonieux. Là. C'est bien différent, Ça arrive je encore. pense. Ça arrive encore. Ça arrive encore. Alors, à un moment donné, ma mère, décide de retenir une avocate pour la représenter qui s'appelle Micheline Parizeau-Popovici. Ah. Et, C'est une légende, là, en droit. qui était une légende en matrimonial, certainement. Oui. Et puis moi, j'avais 7 ans. Alors, elle m'amène avec elle à son rendez-vous pour la rencontrer dans le Vieux-Montréal, dans son bureau. Et donc, on entre un bureau très, très chic et tout ça. Et là, je la vois. My God, je te jure, Janie, je me suis dit, OK, moi, je vais être comme elle. C'était ton idole. Oui, je la trouvais, tu sais, elle s'exprimait bien, paraissait bien, avait l'air d'avoir du succès. Puis, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, vraiment, mais je m'étais dit, mon Dieu, moi, j'aimerais ça être comme elle. Puis, écoute, j'ai aucun intérêt en droit matrimonial, jamais je ferais ça de ma vie, mais c'est ça qui m'est resté dans la tête. Oui, cette image-là. Cette image-là. Parce que ce qu'on devient, c'est quelque chose il faut qu'on le voit. Ouais. Si on connaît pas notre futur, on sait pas que c'est pour nous. Tu sais, Exact. fait que le sous-titre de Faire une femme de soi, on ne peut pas devenir ce qu'on ne connaît pas. Donc, cette femme-là a un gros impact sur ton imaginaire. Oui. Donc, au secondaire, quand tu avances, tout ça, est-ce que c'est clair pour toi que tu vas te diriger en droit? Ça continue à être clair. J'ai jamais eu de doute. Tu sais, j'ai toujours aimé, dans le fond, les questions de justice, les questions d'égalité, les grandes questions philosophiques. Oui. C'est bien loin de mon quotidien, tu vas me dire, aujourd'hui, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis. Puis ça a toujours été important, même certainement quand j'étais adolescente et jeune adulte. Oui, parce que ce qu'on voit du droit, disons, c'est, peut-être le plus concret, qui sont les disputes et tout ça, mais à la base, le droit, c'est les fondements de la société. Et il y a des grandes questions existentielles à se poser quand on fait des lois et des règlements. On n'a peut-être pas toujours le temps, puis on le fait pas toujours, mais à la base, c'est censé d'être ça. Ouais.
Alors, quel genre de fille t'es au secondaire? Sportive, dans le journal étudiant, dans Génie en herbe? Quel genre de fille que t'es? Écoute, je pense que j'étais une adolescente j'avais pas beaucoup d'intérêt à part mes amis, je te dirais. Donc, j'avais ma gang, mes amis. C'était vraiment important pour moi. J'étais toujours avec elles, des filles, uniquement des filles, certainement au secondaire. Et peu de sport, malheureusement. Donc, j'avais jamais appris ça. Ma mère faisait pas de sport. J'ai jamais appris ça. Et par contre, très impliquée en termes relationnels. Donc, très relationnel. Des comités, là, d'organisation de ci pis ça. Là. Donc, déjà un peu de gouvernance. Oui, déjà on peut dire. Un tantinet. Ouais. Alors là, tu te diriges au cégep en bac... Administration. Admin. Au cégep à André Grasset, en administration. Et puis, avec beaucoup d'intérêt dans ces années-là, pour tout ce qui était sciences humaines, la sociologie, les questions de société, ça m'intéressait beaucoup. Encore des sujets profonds. Oui. Philosophie. Beaucoup de femmes leaders qui sont venues ici qui se posaient des questions existentielles très jeunes. Pourquoi suis-je ici? C'est quoi la vie? Toi, à cette époque-là, tu vas-tu à l'église, mettons, ou t'as-tu des... Parce que souvent, un jeune qui va se poser ces questions-là, il va peut-être aller chercher vers quelque chose de plus dogmatique. Oui, bien, en fait, pour moi, probablement que dans ces années-là, je t'aurais dit que j'étais athée. Je l'aurais, mais j'y avais réfléchi. OK. C'était pas quelque chose qui était sans intérêt. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt d'avis que la religion, c'est une aide quand on vit des moments difficiles. Donc, c'est utile, mais c'est la seule utilité à peu près. Donc, écoute, puis c'est pas un puis jugement, à l'époque, là. c'est ça. À l'époque, on juge pas, c'est ce que tu pensais, là. À cette époque-là, tu vas à l'école avec les sœurs, donc tu es en contact, puis il y a un certain... T'étais-tu un peu rebelle, là, ou t'étais la petite fille dans le moule qui est première de classe? Non, j'étais, en fait, un peu encore comme aujourd'hui, là, tu sais, j'ai beaucoup de... On peut dire tu sais, j'ai la moitié de mon cerveau qui aime les règles puis qui va suivre les règles, puis la moitié de mon cerveau qui était rebelle. Puis je le suis beaucoup moins aujourd'hui, c'est sûr, parce que je pense que la sagesse vient un petit peu atténuer ce côté-là. Ça prend de l'énergie à être rebelle. Aussi. À un moment donné, on se rend compte que pas obligé de tout le temps. Être rebelle, ça veut dire que tu as envie de tout changer. Puis, comme tu dis, ça prend beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, je choisis mes batailles. Exact. J'ai encore le goût de changer des choses, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, première de classe? Dans les premières. Oui. Donc, André Grasset. Puis là, après ça, est-ce que c'est l'autoroute vers le droit tout de suite? C'est le droit tout de suite. Puis je te dirais là, tu fais à Ottawa? Oui. Ah, c'est ça, tu as fait ton droit à Ottawa, hein? Ça, c'est le fun. C'est une vie d'étudiante, le fun. Ça m'a fait du bien de partir de chez moi. J'habitais seule avec ma mère. Donc, de créer cette distance-là, ça m'a permis de prendre beaucoup de maturité. J'étais très indépendante. Oui. Très, très indépendante. Je voulais pas que ma mère me dise quoi faire. Ça m'énervait. Ça m'a toujours énervée. Ah oui, dès très jeune, donc l'autodétermination, le leadership, c'est déjà là. Je voulais décider de mes affaires. Tout le temps. Tout le temps. Puis elle pouvait avoir confiance en moi. Je veux dire, je faisais pas des grosses gaffes, là, des grosses folies. T'as pas fait de niaiseries? J'en ai fait des petites. Des petites. Certaines avec toi. Oui, c'est sûr. Je suis pas sûre si on va y raconter. Mais les jeunes avocats, c'était cervelé, que voulez-vous? Alors, c'était pas des si grosses niaiseries. On sortait chez Mado jusqu'à 3 heures du matin. On a fait ça. On a déjà fait ça, puis aller travailler le lendemain. Ouais. Je sais pas quel dossier on a facturé, là, mais ça devait pas être du grand niveau. On puisait, on avait beaucoup d'énergie à l'interne. On était capable de faire des choses comme ça. Puis aujourd'hui, ça serait plus possible, mais...
Mais c'est surtout, moi, je dirais qu'à cette époque-là, puis on va en revenir parce que je suis curieuse de savoir à quel point la vie des femmes a changé dans les cabinets aujourd'hui. Mais, tu sais, à cette époque-là, c'était la qualité des amitiés qu'on a forgées. Tu sais, moi, c'est le gros deuil que j'ai eu à faire, c'est pas du droit. C'est de la qualité des gens que je côtoyais quand j'étais avocate à temps plein. Tu sais, mais je suis toujours avocate, mais je ne pratique pas le droit. C'est encore ça qui me retient, moi. C'est encore la chose la plus importante qui me retient au bureau. Les gens. Les gens. Puis, tu sais, tu parles de ça, les amitiés, puis surtout les amitiés des premières années, parce qu'on est jeune, puis on vit l'apprentissage, la pratique ensemble. C'est vraiment proche. On était vraiment proches, passer nos soirées, nos fins de semaine et tout ça ensemble. Fait qu'il y a quelque chose qui se crée, un bonding qui se crée, que tu retrouveras jamais après. Même plus tard, dans les grands dossiers où c'est intense, non, hein? Non, tu le retrouves pas, ça. Cet esprit vraiment de collégialité qu'on a dans les premières années de pratique, on la retrouve pas de la même façon par la suite, ça, c'est sûr. Peut-être aussi un peu d'insouciance parce qu'on n'a pas... Tu sais, on travaille les dossiers, mais on n'a pas la responsabilité sur ses épaules. Exact. Alors, tu sais, on a peut-être moins d'enjeux. On travaille fort, mais on est moins stressé pour le client, mettons. Bien, c'est sûr qu'il y a ça. Il y a le poids, dans le fond, de la responsabilité. Là, puis c'est peut-être qu'on pourra parler de ça tantôt, mais il y a aussi le fait que moi, j'ai vu beaucoup de mes amis partir du bureau. Oui. Fait qu'à un moment donné, tu finis par te protéger de ça. Ah oui, parce que ça fait de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Puis on a... un ami commun, toi et moi, du bureau, avec qui j'ai parlé de ça souvent. À un moment donné, on a eu des collègues qui ont quitté, puis on était, on pleurait, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben là, écoute, je suis toujours bien pas pour me détruire à chaque fois que j'ai un collègue que j'aime qui s'en va. Fait que tu finis par te faire une protection. Fait tu le vis plus de la même façon. Non. Ça veut pas dire que j'ai plus d'amis au bureau. J'ai encore des amis, mais c'est différent. Oui, puis il y a un gros taux de roulement. Ça, on va en parler, malgré le fait que, tu sais, je suis sûre que vous mettez des choses en place pour que les gens partent moins. Oui. Mais encore plus aujourd'hui, tu sais, les gens magasinent, hein? Ça change au fil des ans. Donc, toi, tu rentres donc dès la fin de ton université, tu rentres en stage au moment où on s'est connus. Oui. Puis, est-ce que tu te doutais que 32 ans plus tard, tu allais être à la tête et fou, toujours là? Jamais j'aurais pensé ça. Tu sais, à ce moment-là, je pense que j'avais la certitude que j'étais à la bonne place. J'adorais mon travail. Je l'ai. T'aimais ça, ce que tu faisais, puis tu connaissais ça. J'ai toujours aimé ça. Mais tu sais, t'as grandi, là, petite parenthèse, mais t'as grandi dans un environnement où une compagnie publique, tu sais c'est quoi. Oui. C'est ça, parce que ton père travaillait dans une compagnie publique. Oui. Fait que c'est pas du chinois, mettons, pour toi. Encore une fois, l'accès est important. Ma mère était commerçante. OK. Et mon père était dirigeant d'une société publique. Donc, c'était un univers que je connaissais. Puis les deux jobs de mes parents, en fond, ce que les deux ont fait, ça a formé qui je suis aujourd'hui. Différemment, mais tout aussi important, je dirais. Oui. Fait que donc, quand tu commences, puis tu es dans ce milieu-là, puis tu y touches enfin, tu tripes. Oui, complètement. J'ai tellement aimé ça. C'est ça la différence. Tout de suite. Je ne peux pas dire que je tripais, là. Moi, c'était différent. Hey, ça va vite, Marie-Josée. On est déjà rendu à mi-parcours. On est avec Marie-Josée Neveu, donc présidente du conseil d'administration de chez Fasken, le plus gros bureau canadien d'avocats. Elle est aussi avocate en droit des affaires. Elle fait des grosses transactions avec des compagnies publiques. On continue après la pause. C'est quoi être une femme dans un grand cabinet d'avocats aujourd'hui? Bonjour, on est toujours avec Marie-Josée Neveu à la tête du conseil d'administration de Fasken, un grand bureau d'avocats canadien, pan-canadien.
Souvent, à Faire une femme de soi, on explore un parcours de femme, donc les différents choix qu'elle a fait qui l'ont menée à sa position de leadership. Et aujourd'hui, on va regarder le parcours interne. Quelqu'un qui reste à l'intérieur de la même entreprise, mais qui a donc commencé stagiaire, terminé à la tête du conseil d'administration. Il n'y a pas plus haut que ça, gang, là. Il n'y en a pas d'autres marches en haut. Donc, on est au sommet de la pyramide. Alors, comment ça se fait? Et surtout, en tant que femme, alors qu'on sait que, parce que moi, je sais que Marie-Josée est maman aussi, alors il y a eu une certaine période où l'ascension a peut-être été... donc, comment ça se passe? Si tu peux nous raconter un peu les débuts là, de ton parcours. Premièrement, droit des affaires, tu as choisi ça? Toi, tu savais que c'est ça que tu voulais faire? Oui. Oui, absolument. C'était clair pour moi que les affaires m'intéressaient et j'avais l'impression que je pouvais avoir un impact dans la société avec ça. Ça a toujours été important pour moi. Comme quoi? Donne-nous un exemple. Bien, je vais donner un exemple. Par exemple, parler d'une transaction sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière, la Caisse de dépôt qui a acheté Énergex, énergie renouvelable. Donc, c'est un fleuron québécois dans le domaine de l'énergie renouvelable. Dans un environnement où il y a Trump de l'autre côté de la frontière, l'énergie devient extrêmement stratégique et d'avoir nos actifs stratégiques entre les mains de personnes qui veulent le bien de notre communauté, c'est extrêmement important. Oui, parce qu'on sait qu'il y a énormément de fleurons qui sont achetés par plein de monde qui sont ni Canadiens ni Québécois. Puis c'est pas une question de nationalité, c'est une question de tu veux-tu le bien de la communauté, comme tu dis si bien. C'est ça. On peut pas empêcher des gens de l'extérieur d'acheter nos entreprises. Puis nous-mêmes, nos entreprises achètent des entreprises à l'extérieur du Canada aussi ou du Québec. Fait que c'est bien correct tout ça. Mais il y a des actifs stratégiques c'est important de les avoir entre les mains de... Énergex, là, c'est-tu les éoliennes et de l'hydroélectricité également. Exact. Alors, quand tu contribues puis tu pilotes, parce que c'est toi qui as piloté cette transaction-là, les chiffres sont sortis? Alors... on a-tu une idée, juste pour que les gens sachent c'est comment gros comme transaction? C'est une transaction de 10 milliards. Cette transaction-là, c'est une des 5 plus importantes transactions au Québec qui a été faite. Et on est en nomination là, pour un prix canadien la semaine prochaine, mardi. Donc, on va voir si on gagne là-dessus. Puis c'est toi qui as piloté tout ce dossier-là pour la Caisse. Exactement, pour l'acheteur, oui. C'est formidable. Donc, tu voyais jeune l'impact que tu avais, en travaillant. Donc, tu es capable de le figurer. Parce que c'est ça pour les jeunes avocats, de passer de la théorie à la pratique, de comprendre concrètement c'est quoi, quel est l'impact d'une recherche qu'on va faire sur le coin du bureau, de l'article 1, de la loi sur X. Ça veut dire quoi? T'sais? C'est très concret dans la vie des gens. C'est des jobs pour nos voisins puis nos voisines. C'est ça que c'est le droit des affaires. Dans le fond, c'est d'avoir des entreprises en santé qui fait qu'on a des communautés en santé. Fait que moi, je le vois comme ça. Je l'ai toujours perçu comme ça. Puis j'ai toujours pensé que mon travail était... Tu sais, je fais pas de la chirurgie à cœur ouvert. Là, je sauve pas des vies, mais j'ai un travail qui est utile. C'est énormément de pression. Donc, pour en venir à faire des transactions comme ça, est-ce que ton ascension à l'interne, tu considères qu'elle est longue ou rapide? Comment ça se passe? Écoute, alors, j'ai eu la chance d'avoir 2 mentors extraordinaires qui ont été, pour moi, qui ont fait la différence. Des pour hommes? moi, des hommes. Ouais, 2 hommes. Ça prend des hommes pour aider celles qui vont prendre la place à prendre leur place. Alors, ça a été, pour moi, ça a fait toute la différence parce que c'est des gens qui pensaient à moi pour toutes les opportunités. Fait que ce soit pour des dossiers, mais pas seulement, pour des rôles à l'interne. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à, comme tu dis, gravir les échelons. Te rendre indispensable, être à la table. Être utile à la table, très jeune. Bien, parce qu'il y a 2 façons. Il y a d'être rainmaker, comme on dit dans les bureaux d'avocats, donc d'amener des clients. Ouais. Mais tu sais, rendu d'un grand bureau, à un moment donné,
les gros clients sont tous là déjà, là. Alors, il y a ça. Puis toi, dirais-tu que c'est ça ou plutôt d'être dans l'administration qui t'a permis de faire ta place? Je pense que c'est un mélange des deux. OK. C'est un mélange des deux parce que si tu veux être respecté dans un bureau de professionnel, il faut que tu aies une clientèle. Tu rends du cash. Il faut que tu rendes du cash, Ouais. ouais. Parce ultimement, on est tous des centres de revenus puis de profit. Moi, j'aimais plus cette portion-là Ouais. que la portion... c'est Admin. quoi l'article 1 de Nanana? Oui. La business du Le droit. côté business, j'aimais ça. La business du droit. Ouais, j'aurais dû déjà me douter que j'étais un entrepreneur, mais je ne le savais pas. Ouais. Ouais. Mais on l'est, dans le fond, ceux qui sont restés. Vous êtes des intrapreneurs. On est des intrapreneurs. Parce que toi, tu aimais ça Ouais. aussi. Oui. Alors, donc, tu développais de la clientèle. Oui. OK. Maintenir de la clientèle, développer la clientèle existante, ajouter de la clientèle, voler la clientèle des concurrents, c'est ça notre travail aussi. Comme dans The Good Wife. J'aimais ça, moi, cette série-là. Tu sais, c'est ça, là, il allait chercher des gros clients de d'autres cabinets. Là. Oui, absolument. Puis ultimement, bon, tu sais, ça m'intéresse, mais ce qui est, tu sais, l'autre bout qu'on n'a pas encore exploré, là, c'est l'importance pour moi du conseil. J'aime conseiller. J'aime ça. C'est un problème, appelle-moi, je vais essayer de t'aider. Puis ça, je le retrouve beaucoup dans mon travail. T'sais, on parlait d'affaires tantôt, là, puis de transactions, mais encore plus important que ça, puis à plus haute altitude, c'est ce besoin d'être dans une relation d'aide d'une certaine façon. Bon, on n'est pas des psychologues, mais quand même. Mais, à quelque part, les grands, tu sais, les dirigeants de grosses entreprises n'ont pas beaucoup de gens à qui se confier. C'est exact. Et ils peuvent se confier donc à leur avocat, premièrement secret professionnel. Puis ils se créent quelque chose de particulier. Fait que ça, t'aimes ça aussi, d'être le pilier pour certains et certaines de tes clients. C'est ça. Tu sais, quand tu m'as présenté au début, tu as parlé, tu as indiqué que j'étais discrète, puis tu as raison. Puis tu as raison parce que l'attente de nos clients, c'est qu'on soit discret, nous autres. Nous autres, on n'est pas... C'est pas nous qui faisons le show. On n'est pas en avant de la caméra, on est derrière la caméra. Puis, il y a une attente qu'on soit discret. OK. Ça fait partie d'être un avocat, hein, le secret professionnel, tu viens de le dire. Donc, ce côté-là, travailler en arrière, donner des conseils, être discret, mais être important, faire partie du inner circle, c'est vraiment, aujourd'hui, dans mon rôle d'aujourd'hui, c'est ce que j'aime le plus. Ça te nourrit, ouais, là. Vraiment. T'adores ça. Ouais. T'adores ça. Pendant ce chemin, hein, à l'interne, tu as tes enfants. Ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta croissance de carrière? Comment ça s'est inscrit? Parce que là, tu sais, je dis souvent... les gars sont sur l'autoroute. Imagine, les hommes sont sur l'autoroute, ils roulent à 100. OK? Si tu roules à 100 sur l'autoroute, là, tu vas durer longtemps. OK? Tu as juste arrêté, mettre du gaz, tout ça. Mais les femmes sont sur la même autoroute, mais ils roulent à 300. Tout le temps. Parce qu'ils ont l'autoroute, ils s'occupent aussi des enfants, ils sont aussi une conjointe. Alors, ils ont beaucoup de charges mentales. Rouler à 300, c'est quelque chose, là. Oui. Qu'est-ce que ça m'a donné? D'abord, d'un point de vue personnel, ça m'a éminemment groundé. Ça m'a gardé totalement groundé sur ce qui est important dans la vie. Fait que ça, c'est fondamental. Le deuxième élément, du point de vue carrière maintenant, j'ai fait le choix d'avoir mes enfants un petit peu plus tard dans ma carrière. Donc, j'étais déjà associée quand j'ai eu mon fils, mon premier enfant. Tu avais déjà cette sécurité-là. Oui, j'étais déjà associée. Puis ça a fait en sorte, ça a changé beaucoup de choses, ça. Ça a fait en sorte que, premièrement, mon nom était déjà fait. J'avais déjà ma crédibilité, j'avais déjà ma réputation. J'étais déjà
importante, dit entre guillemets, là. Oui. Pas si importante que ça, mais je veux dire, je faisais partie de l'équipe. J'étais un membre important de l'équipe, disons. Oui. Alors, c'était beaucoup plus facile pour moi de dire, écoutez, je vous aime beaucoup les boys, mais là, je vais me concentrer sur mon enfant. Je vais avoir mon enfant, je vais avoir mon fils, puis je vais revenir après, puis je vais revenir après, puis soyez prêts à m'accueillir. Combien de temps t'as pris off? 6 mois. 6 mois, quand même. Pour Guillaume, Guillaume, mon premier premier enfant, 6 mois. Et à ce moment-là, l'Internet, c'était un petit peu différent d'aujourd'hui, là. Moi, le télétravail était moins possible. Il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas le rythme était un peu différent. Puis ça m'a permis quand même de décrocher. Quand j'ai eu ma fille, Béatrice, 5 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard, là, c'était différent. J'étais déjà chef du groupe de droit des affaires à ce moment-là. J'ai pas mis d'auto-reply. J'étais à la maison, mais... Fait que t'as pas vraiment... J'étais plus étirée, mettons. Par contre, j'avais déjà de l'aide à la maison parce que c'était l'aide que j'avais mis en place pour Guillaume. Ouais. Puis toujours avec le même conjoint depuis des années, là. Ouais. Et c'est une autre chose que je remarque, Marie-Josée, dans les femmes qui durent et qui ont une ascension, donc, tu sais, puis qui restent là, c'est qu'elles sont bien accompagnées. Tout à fait. C'est d'abord deux choses à dire là-dessus. Tu sais, je pense, Patrick, mon mari... Clairement qu'il est un facteur de succès là, pour moi. Stabilisateur. Il a été là à tous les moments. Puis, c'est intéressant parce que lui vient d'une famille aussi où ses 2 parents étaient vraiment égaux. Puis, il y a une dizaine d'années, j'ai lu, tu l'as probablement lu toi aussi, le livre de Sheryl Sandberg, Lean In. Puis, il y avait un chapitre, il y a un chapitre dans son livre qui dit « Make your partner a true partner ». Fais de ton partenaire, ton conjoint, un vrai partenaire de vie. Puis, Janie, ça, là, ça m'a tellement marqué, ce chapitre-là, parce que je me reconnaissais moi, personnellement, énormément là-dedans. Puis j'avais l'impression que les filles qui échouaient au bureau, c'était là le premier bobo. Qui était mal accompagné. Oui. Exact. Puis quand tu as la chance de l'être bien. Ça, là, on nous l'a dit, mais peut-être pas de la manière. Parce que je me souviens, quand mon premier livre est sorti, moi aussi, sur l'égalité, les 7 clés du leadership féminin, j'étais allée à une conférence de Monique Jérôme Forget. Oui. Puis elle a dit... Arrêtez là, de poser des questions avec la conciliation travail-famille. La seule façon que ça marche, c'est choisissez le bon gars. Elle a tellement raison. Hey, c'était clair, net et précis. Oublie ça, pas besoin de mon livre, tu sais. Quasiment. Non, mais c'est vrai. Mais à l'époque, ça n'avait pas rentré, moi, parce que c'était quasiment trop... tu sais, on veut se libérer, on veut, nous autres, montrer qu'on est capable. Puis là, c'est encore le gars, Fait que, tu sais, j'avais de la résistance face à ça. Mais ce que tu dis, donc, c'est que toi, tu as réalisé que tu avais justement un bon pilier. Oui. Qu'est-ce que ça ouvre dans ce temps-là? Bien, premièrement, c'est parce que le poids, il est partagé. Mm-hmm. Alors, tu demeures responsable comme parent, mais tu n'es pas le seul parent. Puis, Patrick... T'sais, sa carrière n'était pas plus importante que la mienne. Nous avions tous les 2 des carrières. Donc, il fallait qu'on se parle, puis qu'on se coordonne, puis qu'on s'entende, et on a réussi à le faire. Fait que ça lui a permis, lui, d'avoir une carrière, puis moi, d'avoir la mienne. D'avoir la tienne. Puis cette égalité, une égalité profonde, là. Une profonde égalité, on est des égaux. Je pense qu'il y a peu de couples qui vivent ça. Parce que c'est moderne. Parce que c'est moderne, puis vous étiez un genre de couple qui se parle. Là. Je peux le témoigner, parce que j'y connais les 2. Là. Moi, j'étais là dans la genèse des premiers parties où ça s'est fait, cette affaire-là. Donc, mais c'est que là aussi, je pense... Le nouveau modèle de couple qui fonctionne, aujourd'hui, on n'en avait pas de modèle.
C'est-à-dire que, tu sais, avant, on avait le gars qui travaille puis la femme qui reste à la maison. Tu sais, l'espèce de modèle hybride, on pouvait se fier sur quoi? Là, vous l'avez construit parce que vous aviez les bases pour le faire. Ouais. Mais encore une fois, il faudrait en parler et en montrer plus. Oui, puis moi, je tente, en tout cas, de le dire le plus possible aux filles, quand j'ai l'occasion, aux filles au bureau. Puis je pense que les jeunes femmes me regardent en me disant, c'est un peu bizarre de dire ça, non? La même façon que j'avais accueilli Monique Jérôme Forget. C'est ça. Et je suis pas sûre même que nos jeunes femmes le métabolisent vraiment, là, je suis pas sûre qu'elles réalisent à quel point c'est important. En fait, c'est fondamental. C'est comme, pour moi, là, c'est comme le solage d'une carrière. Puis d'une vie. Puis d'une vie, ouais. Tu sais, une vie, tu fais pas ça tout seul, tu fais ça en équipe. C'est la même chose pour une carrière, c'est la même chose, mais j'avoue que ça peut paraître double discours, tu sais, de dire, ben oui, les femmes, vous êtes empowered, mais là, vous avez besoin d'un homme ou d'une femme, là, tu peux être accompagné de qui tu veux, mais... Ouais. Donc, je peux comprendre la résistance, mais... encore une fois, je le note ici, là, que, c'est ça, beaucoup de femmes qui réussissent à atteindre des hauts niveaux sur une longue période, tu sais, parce que sinon, tu as les burners comme moi, là, tu sais, je peux monter au haut niveau, mais moi, je ne pas longtemps. Fait que, non, mais c'est parce qu'on est différents. Moi, je suis une leader disruptive. Fait que c'est ça qui arrive. Mais tout ça pour dire que si on veut durer longtemps, c'est comme n'importe quoi, là, ça prend une bonne équipe. Marie-Josée, ça ressemble à quoi? Donc, tu vois plusieurs avocates qui s'en vont encore aujourd'hui. Pourquoi ça ne dure pas? Moi, j'ai l'impression que l'exigence de développement des affaires, c'est le bout où c'est plus difficile pour nos femmes. Et je le comprends parce que, tu sais, ça a été un défi, c'est un défi pour toutes les femmes et moi incluse. Donc, c'est d'amener des clients, d'amener du cash? C'est ouais. là que la pression devient trop forte? Oui, c'est ça. Puis c'est-tu parce qu'elles n'ont pas accès à certains réseaux? J'ai l'impression... Tu sais, Janie, bon, puis tu as sûrement une opinion là-dessus, mais... Les réseaux d'affaires de femmes existent aujourd'hui, mais les boys clubs tels qu'ils existent encore aujourd'hui puis qu'ils existaient il y a 30 ans, on va s'aider entre nous, on va se donner des mandats entre nous, on va se faire des affaires entre nous. C'est encore aujourd'hui, en 2026, extrêmement difficile de bâtir ça. Bien, la raison est simple, c'est parce qu'il y en a un club qui n'a pas de cash, puis l'autre qui est plein de cash. C'est beaucoup plus facile de partager quand tu en as beaucoup. Donc, il faut travailler sa prospérité au féminin pour que ça puisse ultimement... Parce que c'est ça, les réseaux, les femmes ne se donnent pas de business entre eux autres parce qu'ils en cherchent, tu sais. Ça déborde pas. C'est qu'une fois que le réservoir va déborder, là, c'est plus possible de partager. Mais d'où l'importance d'avoir plus de femmes au pouvoir, plus de femmes prospères, puis de soutenir les femmes qui le sont. Hein? À ce moment-là, parce qu'on a besoin que vous soyez là et vous restez là. Tu sais, à quelque part, le rôle que tu as en ce moment est super important parce que tu rouvres la porte là, à cette possibilité-là pour plein d'autres femmes qui te regardent. Personnellement, ça passe vite, Marie-Josée. Personnellement, toi, as-tu des rêves encore aujourd'hui? Tu es rendue au firmament là, de ce que tu aurais pu espérer comme carrière juridique. As-tu des offres? Y a-tu des choses qui des fois, te font... je sais pas, moi, as-tu le goût des fois d'aller sur une île déserte puis partir cultiver un bar, des bananes? Oui, c'est ça. Non, j'ai encore le goût de continuer à faire ce que je fais. Je me vois le faire encore pour quelques années. Je pense... En fait, je peux te dire franchement, j'ai un rêve, puis je l'ai dit à mes amis de chez Centraide. Là, un jour, je travaillerai moins. J'ai été sur le conseil d'administration de Centraide pendant 7 ans, dernière année où j'étais vice-présidente du conseil. Et j'adore cette organisation-là. C'est ma cause. Ouais. Et de pouvoir retourner là, mais d'être plus près du communautaire, j'ai envie de faire ça à un moment donné dans ma vie.
Puis, pas tout de suite, Plus mais... proche du terrain. Ouais. Puis de l'aide, d'aider le monde. Mais tu le C'est fais ça que toujours. j'ai Il nous reste quelques minutes. Je sais qu'il y a... as-tu une leçon dont tu as beaucoup appris que tu veux partager avec celles qui nous écoutent? Une chose, tu sais, puis probablement que je ne suis pas la première qui te dit ça, mais j'ai appris un peu sur la dure, mais j'ai appris qu'il faut arrêter comme femme de travailler sur nos faiblesses. Et puis, bon Dieu, que ça m'a pris du temps à comprendre ça. Ça a été, pour moi... tu sais, la quête de la perfection, la quête d'être parfaite tout le temps, à tous égards. Vraiment, il n'y a personne qui réussit à faire ça. Mais la quête aussi de travailler sur ses faiblesses puis de ne plus en avoir, de les anéantir, là, ça m'a pris du temps à me dire, hey, au lieu de faire ça, là, prends donc toute ton énergie puis mise sur tes forces. Exactement. Puis miser sur ses forces, Janie, puis plus mettre fun. de côté... Hey, c'est bien plus fun. C'est bien plus fun. C'est bien moins épuisant. Puis ça donne des bien meilleurs résultats aussi. Exactement. Fait que ça, Toi, c'est quoi tes forces? Mes forces, c'est d'établir rapidement un lien de confiance avec les gens. Je pense que ça, c'est ma plus grande force. C'est les gens me font confiance. Ouais. Puis, je sais pas, je dois être calme, je les rassure, je rassure les gens. Et je pense que c'est une grande force dans mon domaine de pratique, Ben en oui. fait. Parce que quand Marie-Josée rentre dans la pièce, on se sent plus sécure. Ouais. On sent que ça va bien aller. C'est une combinaison de matriarcat fort, Ouais. je dirais. Ouais. Tu sais, quand maman rentre, tu sens que ça va bien aller. Ouais. Elle va t'écouter, elle ne pognera pas les nerfs, elle va ramener les choses à l'essentiel. Je trouve que c'est ça que tu dégages. Ah, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai jamais articulé comme ça, mais tu as tellement raison. Puis je pense que je vis ça aussi au conseil du bureau. Ouais. Je vis ça avec mes collègues de tous les jours au bureau, mais beaucoup avec mes clients, là. Tu sais, ça, là, c'est le plus important. Je pense que c'est ma plus grande force. Oui, et c'est la chose que je t'encourage à partager. Hein, souvent, c'est pas juste les connaissances, c'est la posture, c'est qui tu es. Puis il y a beaucoup de femmes qui se retiennent de démontrer ces qualités-là qu'elles ont, tout comme toi. Donc, j'appelle ça matriarcat fort, mais tu sais, une mère forte, mais qui tient les rênes comme il faut, parce que c'est pas tout à fait les modèles qu'on a connus. Mais les femmes leaders qui durent longtemps, c'est pas les modèles qu'on a connus, c'est des femmes comme toi. Merci. Des femmes comme toi aussi. Bien, des Puis femmes comme toi, on en a Marie-Josée. beaucoup des femmes autour de nous qui nous inspirent chaque jour. Puis moi, la première, il y en a. C'est il y en a qui? plein. Nomme-moi-en quelques-unes, alors qu'on dépasse même l'heure. Écoute, Monique Leroux. On la salue. Mon Dieu, Sylvie Lalande, On la que salue. j'adore. Annie Tabet. Marie Giguère, qu'on a connue Qu'on il y a adore. 30 ans, Oui. qui est avec qui je reste en contact. Écoute, Kim Thomasin, Isabelle Don, Ruth Vachon. C'est des femmes que j'aime, que j'admire profondément, puis qui nous inspirent chaque jour. Ce que je vais te souhaiter, c'est que je veux te souhaiter, c'est que tes clients te laissent être un petit peu plus visible, parce que je pense que ce que tu as à nous partager est extrêmement important. Merci, Marie-Josée, d'avoir accepté de sortir de ton devoir de réserve. Merci, Janie. À bientôt. On était avec Marie-Josée Neveu, donc associée au cabinet Fasken, mais est aussi présidente de son conseil d'administration. On a eu une bribe de son parcours. Je sens qu'on aurait pu en faire plus. On se revoit la semaine prochaine avec l'auteur d'un livre de « Pourquoi les femmes sont des génies ». Quelque chose comme ça. Ça m'intéressait. Alors, soyez avec nous. À la semaine prochaine. FM 103.3